Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un bouquin que je viens de finir. Je suis tombée de ma chaise. En gros, bon, j'avais cru entendre une émission donc sur une thématique radiophonique d'il y a quelques années. J'avais écouté d'une oreille et puis j'avais repéré un bouquin à la Fnac, pour pas la nommer, dont le titre avait attiré mon attention, puisque le bouquin s'appelle Le Conte de minuit de Thibaurès. Et j'ai fait le lien parce que sur la couverture, il y a une photo d'un photomaton avec un homme dans la quarantaine. Et ça avait attiré mon attention, déjà parce que le titre, Le Conte de minuit, est vraiment vulgaire, c'est pas si fréquent. Et en lisant le sous-titre, pareil, ça a attiré mon attention. Donc c'est l'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF devenu star de la radio malgré lui, chez De Noël. Donc j'aimerais bien parler un petit peu de ce livre mais surtout en fait de l'histoire qui a derrière, qui est racontée. Donc très rapidement concernant le livre, je vous le recommande déjà parce que je vais être assez critique, voire très critique concernant l'histoire à proprement parler, qui est une histoire vraie. Mais je veux bien séparer ça de la qualité du livre parce que vraiment il est très bien écrit. J'avais déjà découvert l'auteur Thibaurès, qui a travaillé 9 ans au Parisien et notamment comme reporter de faits divers. Et il a écrit 2 bouquins de journalisme indépendant. Et notamment, je l'avais lu, c'était vraiment intéressant, une grosse enquête dans Society au sujet de Xavier Dupont de Ligonnès et également de l'inconnu de Cleveland. Alors ça ne me dit plus grand-chose. Je crois que c'était en lien avec des meurtres, peut-être un tueur en série. Bref, vous me direz. Et dans ce livre, on voit vraiment qu'il a il a une très bonne écriture. D'ailleurs, au début, je l'avais commencé un petit peu distraitement et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je sois un minimum concentrée parce que la langue est riche, sans être empoulée. Voilà, c'est une belle écriture, donc ça mérite quand même d'être lu avec un peu plus d'attention pour vraiment savourer. Ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps. Bon, je l'ai quand même lu en 2-3 jours parce qu'il m'a passionné, je l'ai dévoré. C'est typiquement le genre de bouquin, vous allez tout de suite voir ce dont je veux parler, le genre de bouquin dont on attend d'avoir fini sa journée de boulot pour pouvoir s'y remettre. Donc c'est l'histoire d'un bonhomme appelé Gérard de Suresnes, donc c'est un surnom de son vrai nom Gérard Cousin, et on va suivre ses tribulations radiophoniques plutôt donc par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'en fait il y a 3 récits en un. Donc le récit de la vie du protagoniste principal, donc c'est surtout au début et à la fin du livre. En gros, au début, c'est de sa naissance à un élément qui va être déterminant, un événement déterminant dans sa vie, c'est-à-dire un accident de la route. Et à la fin, on repart justement de cet accident de la route pour comprendre en quoi tout ce qu'on a lu dans le livre, en quoi cet accident a induit la suite et a infléchi la suite de son parcours. Et à savoir donc ce pourquoi il est devenu hyper célèbre dans certaines sphères. Restons raisonnables, c'est-à-dire cette parenthèse radiophonique qui a fait sa popularité. On a aussi en parallèle donc une enquête, enfin plutôt un historique de la radio, des radios libres, mais en particulier donc de Fun Radio, donc qui est devenu au fil du temps, on l'apprend dans le livre, un produit très consensuel. On voit vraiment entre les années 80 et les années 2010, on va dire sur 20, 25, 30 ans maximum, comment une radio, une petite radio a fait face à un certain succès par un engagement plutôt libertaire à devenir un produit très lisse. On comprend un peu les tenants, les aboutissants. C'est très bien expliqué sans que ce soit lourdingue pour un lecteur qui n'y connaît rien à ce milieu. C'est pas poussif, c'est vraiment bien expliqué. Il n'y a pas trop de noms qui défilent, de directeurs, de ci, de là. Voilà, donc je trouve que c'est bien dosé parce que les informations sont fiables, sont complètes et en même temps, c'est vraiment l'écriture qui prime et ça casse pas le rythme, quoi. C'est pas vraiment c'est pas des pages qu'on va sauter un peu pour retrouver mes aventures de Gérard de Suresnes. Voilà, donc chaque aspect vraiment, donc dans les 3 que je viens de citer,
est intéressant. Vraiment, au niveau de l'écriture, je vous le recommande. Il n'est pas excessivement long. Je l'ai lu donc chez De Noël en livre broché. Le livre en lui-même est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est agréable de ne pas tout le temps lire des livres de poche. Et en même temps, le format n'est pas prétentieux. Vous voyez, on a des belles pages. Un format intermédiaire. Vous voyez, c'est pas un gros brochet. C'est entre le livre de poche et le brochet type, je sais pas, Actes Sud, je dirais. Voilà. Et donc très très bien à ce niveau-là. Bah, dès que j'en ai la possibilité, j'en lirai un autre. Je sais pas s'il y en a en route de Thibaut Ress, mais je vais le suivre de près. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qui est Gérard et pourquoi est-il connu? Alors, il a eu une vie horrible. Vous allez voir que ça va compter pour la suite. Donc, c'est un garçon, donc Gérard Cousin, qui est né dans une famille ultra dysfonctionnelle et pauvre. Je crois qu'il a 9 frères et sœurs, tous placés. Beaucoup d'alcoolisme dans sa famille. Sa mère qui le place, qui le reprend, qui le place, qui le reprend. Enfin bon, une catastrophe. Pas de père. Enfin, il le connaît pas. D'ailleurs, petite anecdote un peu horrible. Sans le savoir, il va le croiser dans un foyer de SDF, puisque son père va se clochardiser aussi. Et ils vont probablement être sous le même toit pendant un moment précis de leur vie, sans le savoir, quoi. Sa mère aura beaucoup de compagnons, donc ils vont aussi avoir des conduites très très dysfonctionnelles. Donc il va vraiment grandir de foyer en foyer, à chercher l'approbation de sa mère, son amour qu'elle ne lui donne absolument pas, chercher à se construire, trouver une orientation professionnelle, faire un peu d'études, mais voilà, il va complètement rater cette étape-là. Et c'est dramatique parce qu'on voit vraiment la chronique d'un drame annoncé. Il va quand même rencontrer donc une femme de qui il aura une petite fille, Roselyne. Donc là aussi, hein, c'est catastrophique parce que ils vont se séparer dans des circonstances un peu confuses, un peu à l'image de la vie de Gérard. Et il reverra pas sa petite. Je crois qu'il l'a perdue de vue à l'âge de 3-4 ans. Donc il ne la reverra plus de toute sa vie. C'est un homme qui va mourir jeune, je crois 43-44 ans. Donc dans le dénuement le plus total. Il va être enterré dans le carré des indigents. Je crois que c'est dans la ville de Montluçon. Voilà, donc une vie bien horrible. Hein. Il va enchaîner les petits boulots bien ingrats. Voilà, il rêvait d'être, je crois, mécanicien ou carrossier. Il sera routier, il va faire vigile, il va faire comme ça plein de petits... routier, c'est pas un petit boulot, mais il va, suite justement à cet accident de la route, il pourra plus exercer sa profession. Et il va aller de petit boulot en petit boulot, sans vraiment réussir à se poser, à conserver un emploi. Donc ça nous dresse aussi le portrait d'un homme complètement fracassé, et puis qui a énormément de difficultés à s'intégrer socialement. Mais aussi avoir un équilibre affectif suffisant pour lui permettre d'avoir une vraie vie familiale, amicale. Voilà. Et à côté de ça, on voit que c'est un homme, à un moment on nous donne un coefficient intellectuel. Alors c'est vraiment pas le genre de chiffres que j'aime. Souvent c'est quand même très très incomplet et ça donne une information partielle d'une personne. Il semblerait qu'on lui ait fait un test et qu'il avait, je crois, 73 de QI, sachant, je crois, qu'en dessous de 70, on commence vraiment à parler de déficience mentale. Bon, alors je vous dis tout ça aussi parce que par la suite, c'est le ressort que vont choisir des gens de la radio, donc des gens de Fun Radio, pour monter une espèce d'émission autour de Gérard, qui devient donc le centre de l'attention, le centre d'une émission. Et le sujet, la thématique est très très simple, c'est on se fout de la gueule de Gérard. Voilà, le concept tient sur un post-it. Pendant 6-7 ans, cet homme n'aura probablement pas conscience, à prendre avec des pincettes, mais bon, ça semble quand même assez clair, n'aura pas conscience, donc on se moque de lui tous les jeudis soirs, ou un jeudi sur 2 ou 3, dans les locaux de Fun Radio, où il croit, lui, être un animateur.
Sauf qu'en réalité, toute l'émission est calibrée pour le faire sortir de ses gonds, pour se moquer de lui, pour l'insulter, pour l'humilier, être dégradant à son égard. Je vous jure, hein, quand j'ai commencé à lire le livre, je ne m'attendais pas à une telle cruauté, une débauche de moyens telle que j'avais honte pour les protagonistes, donc ceux qui ont créé le concept, ceux qui l'ont développé, ceux qui ont participé. Je ne suis pas là pour distribuer les torts, les bons et les mauvais points. De toute façon, les torts sont probablement partagés et pas tous au même degré non plus. Ouais, quand on lit le livre, moi j'étais tellement révoltée que oui, je mettais tout le monde dans le même sac, même si je pense qu'on peut nuancer aussi le jugement, mais j'ai été effarée en fait. Plusieurs fois, j'ai failli balancer le bouquin à l'autre bout de la pièce parce que je trouve, mais c'est inconcevable que d'une part, on ait pu accepter sans se révolter, sans que des gens se révoltent et arrêtent tout, accepter l'humiliation d'un pauvre gars en direct à la radio. Donc, je crois que c'était assez tard, hein, c'était entre minuit, 2h du matin, mais basta, ça change pas grand chose. Et surtout, que ça ait duré aussi longtemps, quoi. Donc c'était régulier dans la durée. Il y avait beaucoup de choses, je reviendrai dessus après. Enfin, moi, de ce que j'ai appris, c'est quand même un petit peu la définition la plus stricte du harcèlement. Voilà, donc pour moi, on est sur le portrait d'un homme qui s'est fait tranquillement harceler à la radio, moquer, ridiculiser, vous utilisez tous les synonymes que vous voulez, pour le plus grand plaisir donc des gars de la radio, de ces co-animateurs avec d'énormes guillemets, et de tous ceux qui ont été complices de ce dîner de cons à grande échelle et à ciel ouvert, quoi. Alors pour vous refaire très rapidement l'historique, en fait Gérard, alors c'était déjà, ça se passait sur ce qu'on appelle une libre antenne. Donc Fun Radio avait déjà lancé ça quelques années auparavant avec Lovin Fun, avec Doc et Diffoul. J'en profite d'ailleurs pour signaler que le vrai nom de Diffoul c'est David Massard et que c'est un Stéphanois comme moi. Le principe de la libre antenne, c'est que des auditeurs appellent sur différents sujets. C'est libre, hein, c'est-à-dire que les interactions ne sont pas écrites à l'avance. Il y a de la musique, mais beaucoup surtout de débats sur des sujets qui peuvent toucher les jeunes qui appellent ou qui écoutent. Donc l'amour, le sexe. On est en pleine année, on est en plein aussi dans les années SIDA, donc toutes les angoisses. Bon, pour ceux qui comme moi sont nés dans les années 80, je pense que vous voyez bien ce dont je veux parler. Un petit peu la peur du futur aussi, des années aussi que beaucoup idéalisent. Je crois d'ailleurs que le film L'amour ouf joue un petit peu sur cette corde sensible, nostalgique des années 90. Et donc l'émission de Max, un certain Max, animateur qui va devenir phare dans la station Fun Radio, a lieu entre 22h et 2h du matin, sachant que parfois ça déborde un petit peu. Et c'est ce principe, voilà, des appels d'auditeurs, beaucoup apparemment au début de musique rock, grunge, punk. Donc ça a bien changé au fil du temps. D'ailleurs pour ma part, j'écoutais pas du tout, déjà parce que je suis une marmotte. Moi la nuit j'ai besoin de dormir. J'étais en plein dans mes études, je crois, études supérieures aussi. Et puis très vite ça a basculé vers de la musique plus électro, donc dance. Et moi c'était pas du tout mon truc. Bref, donc à titre personnel, j'ai jamais écouté cette émission, donc qui s'appelait le Star System, avec aux manettes l'animateur Max. Alors il était entouré de toute une petite bande. Bon, on est plutôt, alors lui je sais qu'il vient d'une famille plutôt aisée, on est beaucoup, alors c'est une émission quand même parisienne, même si les auditeurs vont chercher à tout prix à rejoindre l'équipe et vont pour certains y réussir, on est quand même sur une certaine tranche de la société, donc qui pratique beaucoup l'ironie, le sarcasme, l'humour noir. Ce qui en soi est très sympathique et je trouve que c'est aussi rafraîchissant. J'ai écouté des émissions en replay, mais j'ai halluciné la liberté de ton, comme disent beaucoup de gens un peu nostalgiques de cette époque. Pour le coup, je souscris. Il y a des choses qui sont dites, mais jamais ça passerait à la radio. Et puis c'est pas de temps en temps, quoi. C'est vraiment une phrase sur 3. Non, ça serait repéré et il serait très vite, je pense, limogé.
Mais ça va tellement loin qu'en réalité, donc l'animateur principal, Max, cherche notamment des auditeurs qui sont, je crois qu'on peut le dire, bon, dans ma bouche, c'est pas, vous aurez compris que ça me fait pas rire du tout, mais ce qu'on pourrait assimiler un petit peu à des cas sociaux. Et notamment des gens qui se ridiculisent un petit peu, qui se prennent pour, qui se présentent comme de bons chanteurs alors qu'ils chantent mal, des sosies de stars. Vous voyez, on est un peu dans un univers comme ça, burlesque malgré eux. Et donc, c'est ces internautes-là, non pas internautes, auditeurs-là qui sont privilégiés par Max et son équipe. Je pense, oui, qu'à la base, il y a le côté un peu punk, un peu weird, voilà. Et puis aussi, parce que c'est marrant. Et tout de suite, ça donne des gags où on franchit assez facilement la limite entre rire avec ces gens un peu extravagants, un peu uluberlus, et rire d'eux. Et voilà, donc il commence à y avoir aussi des participants auditeurs un peu spéciaux comme ça, réguliers. Et un beau jour, une belle nuit plutôt, un auditeur appelle. Il s'agit de Gérard de Suresnes, donc qui vit en banlieue parisienne dans la ville de Suresnes, qui appelle d'une cabine téléphonique en t-shirt et en tongs en plein hiver et qui déclame des poèmes en direct. Alors les poèmes en question sont pas très très bien construits, hein, on est sur des choses un petit peu simplettes, quoi. Et je crois, alors la seule phrase dans le livre où on a l'impression que vraiment les animateurs sont sincères, c'est la première interaction qu'ils vont avoir avec Gérard. Max qui, à la fin de l'écoute du poème, est un peu incrédule et demande si le gars est pas un peu en train de se moquer de lui, quoi. Bon, pourquoi je dis le plus sincère? Parce que après, ça va très très vite tourner en motiver Gérard à écrire et lire à l'antenne de plus en plus de poèmes. Et comme c'est un poète très prolifique, ça devient un rendez-vous régulier. Et il ne semble pas du tout se rendre compte qu'en réalité, il est contacté, il est pris à l'antenne pour qu'on se moque de lui. Très très vite, il va y avoir un engouement d'ailleurs des auditeurs autour du personnage de Gérard, et les gens vont très vite, alors à la fois avoir une certaine forme d'affection à son égard, et en même temps, oui, un attachement pour le côté un peu simple du personnage, mais aussi cet étonnement, oui, de voir que c'est pas du chiquet et que le gars est vraiment sincère dans sa démarche. Et ce qui va super bien marcher, c'est que le Gérard, il a une façon de s'exprimer qui est très très particulière. Il dit souvent un mot pour un autre, alors ça donne des expressions un peu savoureuses, mais tout ça se fait complètement à son insu. Et comme c'est quelqu'un qui a du bagou, une grande bouche, il surréagit un petit peu en permanence aux interactions qu'il a avec les animateurs. Donc ça, c'est un produit radiophonique en or pour faire rire les gens et puis pour donner une certaine dynamique à la libre antenne. C'est, je crois, ce qu'on appelle parfois à la télé un bon client, quoi, avec tout ce que ça sous-entend aussi d'utilisation de la personnalité du gars pour faire de l'audience. Donc Gérard, galvanisé par ses premiers succès radiophoniques, finit par être carrément invité à l'antenne, à participer aux émissions. On va calibrer pour lui une émission spécialement donc autour de débats qu'il animerait personnellement. Donc un jeudi sur 2 ou 3, vraiment très très tard dans la nuit, mais voilà, le succès est total. Selon l'auteur, ils étaient des milliers à attendre avec impatience ce moment de la nuit, petits collégiens ou lycéens à écouter sur leur Walkman les fameux débats de Gérard. Débats qui là aussi n'en sont pas, puisqu'en réalité les thématiques elles-mêmes sont choisies pour leur côté un peu ubuesque. On parle de couleur de slip, on parle de choses complètement décalées en fait. Et Gérard ne se rend absolument, en tout cas il semblerait, jamais compte de la supercherie et de l'absurdité des situations. Les auditeurs aussi, sont en fait sont en connivence. Il y a vraiment que Gérard manifestement qui se rend pas compte qu'il y a quand même un problème. Donc le but est de l'énerver, mais pas trop non plus. Alors il démarre assez facilement, hein, donc le calmer aussi quand il faut pour éviter qu'il ne claque la porte du studio. Je crois que c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois. Donc on va lui faire on va lui tendre lui mettre des bâtons dans les roues. On va lui tendre des pièges. Vous voyez tout ça, en fait, c'est une espèce d'énorme canular.
On va manifestement même avoir des humoristes ou des stars comme Jean-Luc Delarue, donc aussi des gens de la télé qui vont participer à ça. On va avoir au bout d'un moment des auditeurs réguliers qui vont incarner différents personnages sans que Gérard ne se rende compte là aussi qu'en fait il s'agit d'auditeurs récurrents. Le ton va être hyper sarcastique à son égard, sachant qu'en plus Gérard, je vous l'ai déjà dit, mais il a quand même des difficultés de langue, donc il parle beaucoup, mais il connaît pas forcément tous les mots de vocabulaire, donc comme souvent quand on est dans ce genre de cas, il fait un petit peu semblant de voir de quoi on parle, mais ça se remarque, donc c'est hilarant. Bref, vous commencez à comprendre que pour ma part, j'y ai vu beaucoup de choses plus négatives que positives. J'ai écouté entre-temps pas mal de rediffusions. Il y a une grosse communauté, alors pour le coup, qui affectionne vraiment le personnage. Je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche. Toute une communauté qui remet des épisodes... alors des épisodes un petit peu rafistolés, parce que en réalité, j'ai écouté des épisodes dans leur jus d'époque. Souvent, c'est assez inaudible parce que tout le monde se met à crier. Gérard pousse des gueulantes. Il y a beaucoup d'animateurs dans la station, les auditeurs, chacun veut tirer la couverture à soi aussi pour briller, avec la bonne vanne. Bon, et puis donc Gérard au milieu qui se met régulièrement à crier, à virer des auditeurs. Bref, c'est assez éprouvant, surtout quand on voit que voilà, que c'est le dindon de la farce. Pour ma part, ouais, ça m'a affligée en fait. Et il a fallu pas mal de pages du livre avant qu'il y ait qu'il y ait des personnes qui commencent à trouver ça dénigrant. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais dans tous les gens que j'ai vus, c'est quand même essentiellement des femmes. Donc, soit qui refusent de continuer à participer à ça, soit qui, voilà, très vite se mettent en retrait parce qu'elles trouvent ça... leur empathie fait qu'elles trouvent ça assez immonde, que la blague dure quand même un petit peu longtemps. Et on comprend aussi que, en fait, Gérard, personne ne va lui expliquer, même sous forme d'une lettre anonyme, parce qu'il en reçoit énormément, personne va lui expliquer qu'il est vraiment, en fait, la victime d'un piège, quoi. Et alors d'ailleurs, il devient plus ou moins animateur régulier, sauf que il va avoir des contrats, souvent il n'en aura pas, donc il sera même pas payé. C'est quelqu'un qui vit largement en dessous du seuil de pauvreté, qui vivote dans des foyers pour déshérités, qui a énormément de problèmes avec la boisson. Et justement, une grande partie des blagues sont très cruelles, puisque ça tourne autour de son alcoolisme. Autour aussi de la saleté, comme quoi il serait pas très propre, de ses ruptures amoureuses, parce que voilà, il va quand même nouer des liens avec des auditrices, donc on sait jamais trop si c'est pour avoir de la pub qu'elles font ça ou si c'est sincère, sauf que celles avec qui il va plus ou moins se mettre en couple, là aussi elles sont pas forcément, c'est pas forcément les plus intelligentes, donc elles vont aussi plus ou moins être embarquées dans cette espèce de télé-réalité avant l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour dire que y a des gens donc de cette station qui ont vraiment joué un rôle important ensuite avec la télé-réalité. Donc, je pense à partir de 2001, Love Story. D'ailleurs, Max, je crois, interviewera sur une chaîne des participants, va participer à la première version de Love Story, plutôt backstage ou les avant et après émissions principales. Alors très vite, quand même, les critiques qui me sont venues en tête ont été assez féroces. Il a fallu vraiment que j'arrive au bout du livre pour y croire, quoi, parce que à toutes les pages, je m'attendais quand même à ce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu déterminant qui infléchisse de nouveau le parcours de ce pauvre gars qui croit être dans la lumière pour ses qualités, alors qu'en fait, il n'y est que pour jouer le débile, bête et méchant, quoi. Et donc je vais reprendre un petit peu les critiques qui ont été faites et les réponses qui ont été données, sachant qu'aucune d'elles pour moi n'est centrale, c'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, les choses sont quand même assez simples, qui est que se moquer comme ça de façon aussi collective, enfin autant de gens de façon massive et aussi trash, pour moi, en fait, il n'y a pas non plus 15 000 débats à avoir derrière, quoi. C'est que moi, j'en reviens toujours à ça en disant, mais c'est injustifiable.
Et même si derrière, vous allez voir, hein, il y a des arguments qui sont tentés d'être apportés pour le justifier, ben non, à un moment, moi, c'est une limite morale aussi que je me fixe. Bah, ça pose la question aussi un petit peu des limites de ce qu'on peut faire. Mais là, la question, même moi, je me la suis pas posée vraiment parce que pour moi, on n'est pas à la limite. En fait, on est tellement au-delà. Cautionner ça me semble en fait impossible. Et d'ailleurs, l'animateur Max refusera d'en parler, hein, 2 ou 3 reprises seulement, très 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 vite. Il évoquera le sujet. Tous les gens autour, on sait que ils sont quand même encore maintenant gênés aux entournures par rapport à ça. Comme si le malaise quand même était présent, au moins du côté de ceux qui ont activement joué le jeu. Et du côté des auditeurs, j'ai pas mal regardé, notamment sur les commentaires de YouTube, des émissions qui étaient dédiées à Gérard. Beaucoup, en fait, ont beaucoup d'affection pour lui et parlent surtout en fait d'eux quand ils écoutaient la radio. Et ça, je le conçois tout à fait. Hein. On a des petites Madeleines de Proust. Moi, j'ai pas celle-là, mais ça, je le conçois. Mais par contre, j'en croyais pas à mes yeux parce qu'il y avait très très peu de personnes qui semblaient un peu comme moi, à la fois soit qui ne connaissaient pas le sujet comme moi, soit qui le connaissaient, mais qui disaient mais c'est affreux ce qu'on a fait subir à ce type, quoi. Et ça aussi, ça a participé de mon dégoût parce que, ou alors les gens ne s'expriment pas nécessairement ou ne connaissent pas l'histoire. Donc j'espère que le livre aussi a permis à des gens comme moi de découvrir ça parce que ça m'a vraiment fait réfléchir. Toujours, cette notion de harcèlement. J'ose espérer qu'à notre époque, sans aller jusqu'à la censure féroce, du moins de pas de côté, j'espère, je suppose qu'à notre époque, vraiment ce harcèlement n'existerait pas ou pas sous cette forme. En tout cas, je l'espère parce qu'au final, le Gérard, il est mort jeune, dans le dénuement le plus total, après une dernière émission où il y a eu un énorme dérapage. Bon, il s'est fait mettre à la porte et puis plus personne n'a pris de ses nouvelles. Il est mort d'un cancer du poumon non diagnostiqué, mais vraiment dans la misère absolue. Alors je ne dis pas que les gens de la radio en sont responsables, mais à l'écoute des émissions et en lisant son parcours chaotique, pas seulement avant ces 6-7 années de Star System, moi j'ai aussi l'impression que ça ne l'a absolument pas tiré vers le haut, voire même que ça l'a enfoncé. Et voilà, pour moi, de toute façon, alors même si certains disent que ça l'a aidé, que ça lui a donné accès à des choses qu'il n'aurait jamais découvertes, ce que je trouve très condescendant d'ailleurs, et qui donne une certaine idée, une idée pour moi assez fausse de ce que pourrait être une belle vie. Je pense notamment à un séjour à Cannes sur la Croisette ou à New York. Bon, ok, c'est intéressant, mais bon, si à côté de ça, tout le monde nous ment jour et nuit, il croit être entouré d'amis, et en réalité, non, c'est des gens qui profitent de lui, qui profitent de sa simplicité d'esprit. Une fois de plus, pour moi, on est dans le harcèlement. On est dans une moquerie d'autant plus moche que tout ce qui est ironie, second degré, justement, c'est des gens qui ont une simplicité d'esprit ne la comprennent pas. Et donc, c'est vraiment user de ses propres qualités intellectuelles à mauvais escient et profiter d'être un peu plus intelligent pour se montrer horrible, quoi. Donc, c'est vraiment l'effort qui profite des faibles. Et je trouve que ça se joue aussi au niveau social, parce que la vie de Gérard a été quand même affreuse. Les gens qui s'en moquent délibérément pendant des années ne sont pas issus, je crois, pour aucun d'eux d'un milieu pareil. Donc pour moi, osons les mots, il y a une forme de mépris de classe absolument manifeste. Voilà, donc j'ai trouvé ça glaçant. J'ai trouvé ça révoltant et ça m'a fait perdre un petit peu confiance en l'humanité s'il y avait besoin. Mais ça m'a aussi beaucoup interrogée sur les responsabilités individuelles et collectives. Dans ce genre de cas, personne se sentait manifestement plus concerné que ça pour, je sais pas, pour ne serait-ce que dire au principal intéressé qu'il était... qu'il était moqué en réalité et qu'on l'appréciait pas vraiment pour ce qu'il était, mais
Enfin, lui faisait croire qu'il était une personne brillante, alors qu'en réalité, il n'avait que mépris pour lui. Donc c'est ambigu aussi, parce que les gens l'adorent. Les gens l'adorent, mais s'en moquent par derrière. Enfin bon, ça me semble fou en fait, parce que là je suis en train de vous expliquer quelque chose, je pense que pour la plupart d'entre vous ça va être assez limpide, mais j'en reviens pas d'expliquer ça. Mais pourquoi je l'explique? Parce que j'ai tellement lu de choses qui disaient au contraire que on a bien rigolé, ce bon vieux Gérard, tout en tournant autour du pot, ben comme quoi... Ouais, sans vraiment toucher du doigt qu'il y a une forme de violence psychologique qui est énorme. Bon, je sais pas, ça m'a vraiment énormément troublée. Alors, une des critiques qui est faite, c'est oui, mais il a profité d'un style de vie aussi auquel il n'aurait pas eu accès sans ça. Bon, là, j'ai déjà un peu parlé dessus, hein, oui. Il a été invité à 2-3 événements, il a été invité en boîte. Mais bon, on parle là de plaisir immédiat. Bon, en boîte de nuit, on lui payait à boire. Donc, pour payer à boire à quelqu'un d'alcoolique, oui, c'est bien. Mais là aussi, on se demande un petit peu dans quelle mesure c'est des gens qui voulaient réellement son bien ou qui préféraient voir Gérard ivre-mort parce que ça allait donner lieu à des scènes, à des scénettes hyper drôles. Et puis voilà, même chose. Est-ce que ça vaut le coup de vivre toutes ces choses-là si c'est au détriment de, comment dirais-je, de la dignité. Voilà, c'est ça en fait. Je trouve que c'est indigne. C'est vraiment le mot qui me vient. Je trouve que là, on foule vraiment au pied des principes basiques de respect et puis de confiance, parce que lui, il croit qu'il s'agit de ses amis. Après, c'est vrai que c'est ambigu. Parce qu'à côté de ça, donc deuxième élément que j'ai pu lire, les gens ont essayé de lui venir en aide. Ok. Donc effectivement, j'entends, hein, parce que ça montre bien aussi que les personnes qui sont comme ça dans une situation de détresse polyfactorielle, c'est très dur de les aider. Moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, voilà, où ça semble facile de l'aider parce qu'il a vraiment rien, sur aucun plan. Mais ça crée aussi des relations très particulières. Je crois notamment qu'à un moment, il dit en direct à Max, qui est beaucoup plus jeune que lui, il dit à Max que pour lui, l'animateur, c'est son protecteur, hein, c'est son père. Et effectivement, hein, c'est compliqué parce que voilà, il y a une espèce de lien affectif comme ça qui se crée, et que Gérard, systématiquement, voilà, il va ficher en l'air un petit peu toutes les mains tendues, offre de boulot, d'aide administrative, etc. Et là, on le voit aussi avec sa vie avant et sa vie après, on est vraiment sur des schémas d'échecs successifs, je dirais presque programmés, quoi. Et c'est là où on voit aussi que c'est hyper dur. J'ai pensé aux gens qui travaillent vraiment dans le social, que oui, les schémas peuvent être tellement structurels que c'est une gageure, voire impossible. En tout cas, que les moyens que beaucoup de gens ont quand même mis en œuvre, ont déployé pour l'aider, n'ont pas fonctionné, quoi. Donc oui, bon, ça j'entends. Après, une fois de plus, hein, alors, le livre ne dit pas tout. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui ont pris Gérard à part et qui lui ont expliqué la réalité. Donc là, ça donne lieu à un autre argument qui est que oui, mais dans le fond, il savait. Alors ça, je trouve que c'est un peu un argument pour se rassurer. Il savait, jamais, en tout cas, ça transparaît tant que ça. Effectivement, dans les rediffusions dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quand même pas mal de moments où il dit, bon, allez, c'est bon, arrête de te moquer de moi. Mais... à des faux abonnés, enfin à des faux... je parle le langage des années 2020. Oui, d'ailleurs, c'est le début d'Internet. Ça aussi, c'est bien raconté, c'est intéressant. Mais en fait, à l'échelle vraiment de l'émission ou des interactions globales, non. Enfin, on n'a pas du tout l'impression qu'il se rend compte de sa situation. Donc là aussi, hein, je trouve qu'il y a quand même un côté très très hypocrite. Il y a beaucoup de mauvaise foi parce que ça permet d'avoir la conscience tranquille, de se dire non mais bon, dans le fond il doit savoir. Ce qui est peut-être pas complètement faux, mais pourquoi personne ne s'en est directement assuré, quoi. Et là aussi, hein, ça m'a fendu le cœur parce que il y a plein de moments où des gens auraient pu avoir envers lui des comportements plus que charitables, de vrais comportements amicaux. Apparemment, c'est arrivé, hein, mais très rarement. Et voilà, il y a ce côté plus charitable. Et pour moi, ouais, il y a
c'est condescendant. Parce que faire la charité à quelqu'un, c'est dans l'expression même, hein, et dans la façon dont, en tout cas, ça s'est manifesté, il y a un côté où, bah, oui, je te donne des bienfaits, regarde comme je suis une belle personne, hein. On va parler à notre époque de signalement de vertu, mais je reste au-dessus de toi. Donc, il y a aussi on descend jusqu'au pauvre air, et ah là là, qu'est-ce qu'on est quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Alors il y a d'autres personnes qui ont dit que tout ça c'était un rôle. Alors peut-être que, en tout cas, ça ne l'était pas du tout au début. Est-ce que ça l'est devenu? Je ne sais pas. En tout cas, après son éviction de la radio, des fans lui ont rendu visite, ont cherché à l'aider parce que là, il est vraiment tombé très bas et il vivait dans la nostalgie de l'émission. Il possédait quasiment rien, hein, mais beaucoup de produits, des goodies Fun Radio. Donc imaginez, hein, dans son box de l'équivalent de l'armée du salut, il avait une centaine de t-shirts Fun Radio, mais il n'avait pas un acolyte, un de ses anciens acolytes pour lui rendre visite, quoi. Bref, et oui, on croit quand même percevoir que sur la fin, ces dernières années, il est plus lucide sur le rôle qu'on lui a fait jouer, mais c'est pas non plus si clair que ça, quoi. Alors bon, en tout cas, ses auditeurs les plus fidèles ont quand même joué un chic rôle. Ouais, ils ont été relativement chouettes parce que voilà, c'était des adolescents quand ils écoutaient Gérard, et ils étaient à peine plus vieux, jeunes adultes, quand certains ont eu de beaux gestes à son encontre. Il y a eu notamment une cagnotte qui a fait qu'il a pu avoir un vrai enterrement, auquel sa fille a pu assister, une vraie pierre tombale. Bon, il y a eu des sites internet hommages aussi, donc là je trouve qu'on dépasse vraiment le côté rigolard et on va se moquer d'un pauvre type. Voilà, donc il n'y a pas que de l'obscurité, hein, ça montre aussi timidement quelques bonnes personnes, enfin beaux comportements, parce que belle personne, personne l'aide, je sais pas, je trouve que c'est pas une grille de lecture très intéressante, mais voilà, ce qui vraiment ressort, hein, pour moi de ce livre, c'est un beau gâchis d'une vie. Est-ce que ça lui a plus apporté que ça ne lui a enlevé? Est-ce que ça aussi c'est pas une question vaine? Sachant que rien ne pouvait n'empêcher d'aider cette personne d'une autre manière, ou oui, si vraiment on l'appréciait, de l'intégrer pleinement, mais à l'équipe, mais sur un pied d'égalité avec tous les autres. Et après, c'est là aussi où j'ai ressenti un malaise, c'est qu'effectivement, Gérard ne semble pas avoir les capacités cognitives suffisantes pour aussi accepter, pour aussi tout simplement comprendre certains tenants et aboutissants du système en général, et puis des rapports humains en particulier. Voilà, donc on est un peu, on a un peu l'impression que c'est un ovni qui est parachuté au milieu d'humains. Sauf que les humains, ils le sont vraiment. On doute de leur humanité. Bon, après, c'est pas binaire, hein. On voit que c'est un homme aussi qui a eu des comportements vraiment très très limites, hein. Bon, il semblait aussi avoir un tempérament plutôt colérique. Bon, c'est pas la petite brebis qu'on va naïve et innocente, et puis en face les méchants animateurs de Fun Radio, hein, ça marche pas comme ça non plus. Et je crois que voilà, moi ce qui quand même domine après ma lecture, c'est voilà, ce sentiment, comme je l'ai dit, hein, de gâchis et d'incrédulité qu'une telle mascarade, qu'une telle mystification ait pu durer aussi longtemps et dans des proportions si élevées. Je vais vous encourager à aller voir quelques vidéos sur YouTube à ce sujet. Et puis, pourquoi pas aussi des extraits resynchronisés de l'émission. Bon, alors je sais pas dans quelle mesure ça participe à ça, mais pour vous faire aussi une idée de la personnalité qui semblait avoir. Bon, moi je pense que je vais en écouter 2-3 autres. À la lumière du livre, je trouve que ça prend tout son sens. Mais je serais tombée dessus par hasard, j'aurais absolument rien compris à ça, à ce qui se passait, et voilà, je ne sais pas non plus comment j'aurais réagi si j'avais eu 12 ans et que j'avais écouté comme ça les monologues ou les échanges complètement lunaires
entre des animateurs radio qui avaient vraiment pignon sur rue, qui étaient reconnus, qui étaient adorés, et puis un gars qui semble à 3 grammes et qui crie un peu sur tout le monde, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la distribution des rôles était quand même assez claire, et lui, il avait le mauvais rôle. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas si ce format va vous plaire. En tout cas, pour moi, ça a été beaucoup plus facile, une fois de plus, je le répète, que d'enregistrer avec l'image. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!